Artiste pluridisciplinaire, Herménégilde Chiasson est un fervent défenseur des arts et de la culture acadienne. Lors d'un passage à l'Université d'Ottawa en mars 2015, il a bien voulu discuter de son parcours ainsi que de ses projets à venir, en plus d'aborder le sujet de l'art et de la culture en Acadie. Herménégilde Chiasson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation de la part d'Astor On Jase. Tout dernièrement, vous avez complété la publication d'un coffret qui s'intitule Autoportrait, 12 recueils. Est-ce qu'on est soulagé après? Il faut comprendre aussi 12 recueils qui ont été publiés un par mois pendant 12 mois. Là. Oui, c'est ça, mais en fait, je les avais déjà commencés. C'est un projet qui a duré 10 ans, que j'avais commencé ici, d'ailleurs, à l'Université d'Ottawa, quand j'étais auteur en résidence. Et donc, j'ai fait les 4 premiers ici. Et après ça, quand je suis retourné en Acadie, je me suis dit, ça pourrait être intéressant. Là, je l'ai poursuivi. Puis ensuite, j'ai été nommé comme lieutenant-gouverneur. Donc là, ça a mis comme un frein à pas mal d'activités. Et ensuite, je les ai repris. Et ensuite, on a été à la recherche d'une maison qui était assez courageuse pour entreprendre ce projet-là. Et prise de parole, c'est porté volontaire. Et c'est comme ça que les 12 livres sont parus au rythme de 1 par mois. Je trouvais que c'était important de les faire paraître au rythme de 1 par mois parce que le climat, ça a toujours été une de mes obsessions. Je pense qu'on n'écrit pas de la même manière, puis on n'écrit pas la même chose en hiver comme en été. Donc, le fait que les livres arrivaient 1 par 1, c'était un peu comme... je sais pas, comme une revue. Un peu. Puis, autant il y avait cette contrainte temporelle-là, ou du moins dans la livraison de l'œuvre, vous donniez des contraintes dans chacun de ces recueils-là aussi. Vous semblez aimer travailler avec des telles contraintes? Il vous faut un défi pour écrire ou... Je pense que je trouvais ça intéressant. Puis en Acadie, pour une raison ou pour une autre, on est quand même pas mal d'auteurs qui travaillent avec des contraintes. France Daigle, par exemple, son roman avec lequel elle a gagné le gouverneur général, pas pire, c'est 1728 fragments. Serge Patrice Thibodeau aussi a travaillé beaucoup avec des contraintes. Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être que comme Acadien, il faut qu'on se mortifie, il faut qu'on se complique la vie. Ça peut pas juste être le lyrisme débridé. Il faut à un moment donné qu'on souffre. Sur un peu un autre sujet, dernièrement, vous êtes beaucoup investi dans la cause du patrimoine en Acadie, notamment avec l'église à Pocaraquet. Je pense que vous êtes aussi impliqué dans l'église historique du Grand Barachois avec la série de concerts, etc. Et la cathédrale de Moncton La aussi. cathédrale, voilà. Le patrimoine en Acadie, c'est souvent du patrimoine religieux. Pour vous, est-ce qu'il se limite à ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut sauver? Je pense que jusqu'à l'Université de Moncton, ça a été un peu ça. C'est-à-dire, l'église était un peu le centre culturel, c'était la place publique, c'était l'endroit où les gens se rassemblaient. Et évidemment, une des formes d'expression de l'église ou de la religion, c'est les bâtiments. Qui sont encore debout. À l'heure actuelle, je prépare une histoire de l'art en Acadie et je suis vraiment surpris de la pauvreté et du vide qu'il y a avant l'apparition de l'Université de Moncton et le moment où Claude Roussel commence à donner des cours en art. Parce que c'est sûr qu'auparavant, il y a dû y avoir des gens qui faisaient des choses qui, probablement, c'était pas aussi sophistiqué que ce qui est venu par après, mais c'est quand même l'expression modeste de notre culture. Et je pense dans ce sens-là qu'il faut incorporer ça dans notre expression, mais malheureusement, on n'en trouve pas beaucoup. Et ce qu'on trouve, ce qui est resté, c'est les églises. Donc, dans ce sens-là, c'est un peu le patrimoine. Et l'église de Pocaraquet, je trouve que c'est vraiment important parce que c'est un bâtiment qui a été conçu par Nazaire Dugas, qui est le premier architecte acadien. Au début du siècle, c'est lui qui a fait le château Albert, entre autres à Caraquet et d'autres bâtiments. Donc, je trouve que c'est ce qui reste de notre culture. Vous le mentionnez tout à l'heure, vous travaillez présentement sur un livre sur l'histoire de l'art. C'est un livre qui va être de nature plus académique, parce qu'on est habitué à vous voir comme artiste. Non, ça va être une histoire qui va être très, très accessible. C'est-à-dire, je ne vais pas me lancer dans une évaluation du cubisme en Acadie. C'est quelque chose qu'on veut publier à la fois en anglais et en français. On veut en faire un peu un coffee table book, c'est-à-dire un grand livre, un peu comme l'histoire de la cathédrale. Faire quelque chose avec beaucoup de reproductions couleurs, mais en même temps aussi qui tiendrait compte de la vie culturelle en Acadie. Je crois que l'histoire de l'art, c'est intéressant, mais il y a aussi comme toute une autre, comme par exemple le premier livre de Raymond Leblanc, des choses comme ça, on pourrait comme au moins le mentionner ou le signaler de telle sorte qu'on puisse faire un parallèle avec la vie culturelle. Mais
faut voir que, comme je disais tantôt, que ça pose d'énormes problèmes. On a fait beaucoup de recherches, on a passé le Moniteur acadien et l'Évangéline au complet. Il n'y a pratiquement aucune mention de quoi que ce soit en art visuel. Alors, je sais pas, ça va encore créer un certain vide. Donc, peut-être que les gens qui vont venir par après vont avoir accès à d'autres sources, j'espère. Aussi, je pense que vous travaillez sur un projet sur Beaumont, sur les paysages de Beaumont. C'est quoi, juste? Mais le paysage, dernièrement, c'est comme une chose qui a commencé à m'intéresser parce que je me suis rendu compte qu'en art, en Acadie, on avait fait des portraits, on avait fait en fait beaucoup de choses, mais le paysage avait été comme délaissé. Et je me suis posé beaucoup de questions, puis je suis arrivé un peu à la conclusion que c'est peut-être parce qu'on a été privé de notre paysage et qu'on s'est dit qu'on allait l'abandonner, que finalement, on ne serait jamais enraciné ou propriétaire et qu'on serait un peu toujours comme des nomades ou des gitans. Et j'ai l'impression que de peindre des paysages, la dernière exposition que je viens de faire, c'est sur le paysage. Ça portait ce titre-là d'ailleurs. Et c'était une espèce de lien entre la photographie et la peinture. Et c'est ça, je me disais que il faut vraiment, comment je pourrais dire, pas évaluer, mais un peu retrouver cette dimension-là d'habiter un lieu. C'est ça, je prépare un texte sur Beaumont. Beaumont, pour une raison ou pour une autre, c'est un endroit où je vais souvent pour me réparer, j'ai l'impression. Il y a comme une espèce de vibration ou d'énergie dans ce lieu-là. Et c'est ça, donc c'est plusieurs visites. Et là, je vais souvent aussi à Beaumont pour prendre des photos. Et je voudrais que ce soit un livre où il y ait des photos et des textes. En même temps, il y a comme d'autres connotations aussi par rapport à l'amour, par rapport à... C'est un peu un livre qui me fait un peu penser à Gaston Miron quand je commence à travailler dessus, c'est-à-dire un lien entre le paysage et l'émotion. Comment vous voyez l'art, pas nécessairement peut-être au Nouveau-Brunswick, mais plutôt en Acadie? Comment se comporte le milieu artistique selon vous? Ben, je pense que dans les années 70, il y a eu comme une espèce d'effervescence, et ça, c'est dû en grande partie à l'Université de Moncton, et aussi d'avoir accès à la connaissance, qui a changé énormément de choses, parce que autrefois, on s'improvisait beaucoup de choses. Maintenant encore, on a tendance à s'improviser beaucoup, mais de plus en plus, on a tendance à se professionnaliser. Et je pense que ça, c'est comme une étape importante. L'autre étape, c'est que au début, les gens ont identifié l'art à l'Acadie. C'était tout d'un coup l'Acadie qui se manifestait dans une prise de parole, dans une représentation d'elle-même. Et puis à un moment donné, ça, une fois que ça a été assumé, c'est comme si maintenant on a passé à une autre étape où on s'est dit, bon, ben, à l'extérieur, il y a le monde qui existe, il y a la modernité, et comment est-ce que nous, on va s'intégrer là-dedans avec des formes qui sont souvent, je dirais pas rébarbatives, mais un peu étranges. Tu sais, je veux dire, quand tu rentres dans une salle d'exposition, que tu vois une installation, tu étais venu pour voir de la peinture. Okay? Et tu vois des choses dans le plancher, tu te dis, non, ça ne doit pas être de l'art. Donc, j'ai l'impression que à l'heure actuelle, le public acadien, c'est comme plus ou moins intéressé et plus ou moins intéressé à ce qui se fait de plus avant-garde en Acadie. Par contre, il y a comme un intérêt qui commence à être généré par rapport à ce qui s'est fait, par rapport à la peinture, par exemple. Il y a maintenant à la Galerie d'art de l'Université de Moncton une exposition sur les Mickey de Paul Bourque, qui est vraiment fabuleuse, mais ça date quand même de 20 ans, de 30 ans. Alors, il y a comme un ajustement à faire, mais c'est ça, j'ai l'impression que dans les années 70, on était un peu exalté par la prise de parole. Moi, je suis allé à des lancements de livres, le premier livre de Raymond Leblanc, il y avait une foule, c'était énorme. Maintenant, tu lances un livre, les gens disent, ah, ben, c'est un autre livre, c'est pas... Je vous parlais de ces lancements de livres à l'époque. Vous-même, en 72, vous avez lancé avec Serge... avec Jacques Savoie. Jacques Savoie et son frère, ouais. l'anti-livre, cette boîte. Et d'ailleurs, je lisais, le premier ministre Hatfield était même à votre lancement, parlé à votre lancement. À Bathurst, c'est ça, il y avait, je sais pas combien de monde, on avait publié ça à 1500 exemplaires. Je pense qu'à Bathurst, on en avait vendu comme 500. C'était vraiment comme fabuleux. Maintenant, tu vends 500 livres dans un lancement, ça serait du délire. Et effectivement, le premier ministre Hatfield était là, il n'était pas venu expressément pour ça, mais parce que le lancement avait lieu, il était venu, puis d'ailleurs, c'est la première fois où j'ai parlé avec lui. Mais c'était
non, il y avait comme une ferveur par rapport à la culture. Est-ce qu'on peut retrouver ça? Est-ce qu'on est capable encore de retrouver ça en Acadie? C'est une bonne question. Je sais pas. Je me dis que oui, si on retrouve une espèce de fusion entre la modernité et l'Acadie. Je pense à des œuvres comme celle de Mario Doucette, par exemple, qui travaille beaucoup sur l'histoire, des thèmes qu'on avait complètement cru oublier, et là, tout d'un coup, il revient avec une représentation de l'Acadie et un commentaire, et ça fonctionne parce que les gens, il reste quand même que dans l'art, il y a une identité, il y a l'expression d'une identité. Et je pense que ce qu'il a retrouvé, c'est cette identité qui fait que les gens se retrouvent, se reconnaissent. Et ce qui l'aide aussi, c'est le fait que par rapport aux institutions, Musée des Beaux-Arts du Canada, par exemple, a acheté de ses œuvres. Alors, ça veut dire qu'il y a probablement une orientation à trouver entre la modernité, là, un peu pointue, mais en même temps ne jamais oublier là d'où on provient et le travail qu'on a à faire, finalement. Pour revenir un peu à vous, je pense que quand on regarde Herménégilde Chiasson, il a fait un peu de tout. Vous avez été professeur, vous avez été journaliste, bien sûr artiste multidisciplinaire. Si vous n'auriez pas fait ça, qu'est-ce que Herménégilde Chiasson, dans un autre vie, aurait aimé de faire? Je sais pas, j'avais commencé ma vie en voulant être médecin. OK. Et quand je me suis aperçu que j'avais fait 27 en biochimie, j'ai pensé qu'il faudrait peut-être que je réoriente mon plan de carrière. Alors, mais c'est ça. De toute manière, la seule chose qui m'intéressait, c'était les arts. Alors, pour moi, tout le reste, ça devenait comme accessoire. Je pense que je crois que je serais devenu artiste. J'ai l'impression que les artistes détiennent le véritable pouvoir parce qu'ils ont le pouvoir de changer la mentalité, parce qu'ils font appel à l'émotion. Et finalement, quand on regarde ça dans la vie, les choses qui font qu'on va passer à l'action, c'est ce qui nous touche. On voit des choses, puis on dit non, ça se passera pas de même. Donc, les artistes travaillent constamment avec ces émotions-là pour exprimer quelque chose. Et en même temps, on a le pouvoir de la mémoire. Parce que dans 100 ans, ce que les gens voudront savoir, qu'est-ce qui nous faisait rire, qu'est-ce qui nous a motivés et tout ça, ce sera probablement des choses qu'on va lire par des artistes ou des journalistes ou des gens de toute manière qui ont accès à l'expression et à l'écriture. Vous avez quand même fait un grand déménagement, on ne va pas dire un grand dérangement, lorsque vous êtes passé de Saint-Simon, de chez vous, à Memramcook et Moncton, pas longtemps par la suite, pour vos études collégiales universitaires. Et vous avez déjà dit que c'est à Moncton que vous avez découvert l'Acadie. Qu'est-ce que vous avez découvert quand vous avez fait ça? Ben, quand j'étais dans mon village à Saint-Simon, c'était un univers francophone. Moi, c'est la première fois, on avait un magasin général chez nous, la première fois que j'ai entendu parler anglais. Je pensais que c'était des extraterrestres. J'avais aucune idée que ça existait. Et quand je suis arrivé à Moncton, là, c'est comme une espèce, il y a eu comme un réveil brutal. Tu sais, quand tu rentres d'un magasin, puis les gens te disent I don't speak French, mais il y a 1000 manières de te dire I don't speak French. Il y a une manière de te le dire que je m'abaisserais pas à parler ce jargon. Et donc, j'ai l'impression que c'est vraiment là où on a vu que être acadien, c'était au fond assumer une identité, et cette identité-là, elle se définissait d'une espèce de combat. Et parce qu'avant, je ne pensais pas que j'étais acadien. Pour moi, je sais pas, je parlais français, mais c'était pas historiquement parlant. J'avais comme pas de notion très très exacte. C'était assez flou. Surtout qu'à l'école, on nous enseignait pas l'histoire de l'Acadie, sauf qu'on nous parlait de la déportation, qui est devenu un peu comme le seul événement des livres d'histoire, parce que nos livres d'histoire étaient imprimés au Québec, et la seule fois où on apparaissait dans les livres d'histoire, c'est le moment où on disparaissait de l'histoire. C'était la déportation. Alors, donc, effectivement, le fait de venir à Moncton et de rencontrer aussi des profs qui étaient extrêmement motivés et conscients au niveau social, donc je pense que ça... Donc, vous avez découvert une Acadie, vous dites, de la confrontation de cette majorité, ou de cette minorité qui doit faire face à une majorité. Est-ce que l'Acadie est encore comme ça pour vous? Est-ce que c'est comme ça que vous la définissez?
Je pense que c'est moins brutal que ça l'était à l'époque, là. Je pense que entre autres à Moncton, ça s'est un peu atténué là, au niveau des tensions linguistiques. Mais au niveau de la représentation, je ne sais pas si c'est véritablement là. Il n'y a pas plus de nom de rue francophone à Moncton, tu sais. L'autre jour, je suis allé, je sais pas où, dans le coin du Costco, et j'ai vu qu'il y avait une trail qui s'appelle Luigi Robichaud. C'est un grand Acadien. Puis c'est la même chose comme Clément Cormier. C'est une trail, c'est une shortcut sur le campus. C'est il y a personne qui peut donner son adresse ruelle Clément Cormier, qui est un grand Monctonien. C'est pourquoi il n'a pas sa rue à Moncton, donc etc. En tout cas. L'autre jour, je suis allé à l'hôtel de ville avec des amis pour faire une représentation pour qu'on nomme la ruelle Robinson, pas la ruelle Robinson, la place Gérald Leblanc. Oui, donc, et tout le monde avait l'air assez enthousiaste. Je pense que nous, comme Acadiens, on n'a pas été assez affirmatifs pour demander. Ça, on a l'impression, je ne sais pas si on attend qu'on nous donne ou on veut être poli dans la bonne entente, mais je pense que les anglophones, ils peuvent prendre plus de représentation que ça ou de manifestations que ça. On ne peut pas se parler sans aborder votre passage comme lieutenant-gouverneur. Comment avez-vous abordé ce poste-là? Parce qu'on s'entend, lieutenant-gouverneur, représentant de la reine, pour vous, il n'y avait pas une sorte de trahison, Ben, au début, c'est ce que les gens m'ont dit. Que contradiction, peut-être? Oui. Mais moi, je trouvais que la seule raison, ou une des raisons majeures pour lesquelles j'ai accepté, c'est le fait que, d'abord, ces postes-là sont rarement offerts à des gens dans le domaine de la culture. Et je me suis dit, je pourrais faire plein de représentations, parler de la culture, et effectivement, chaque fois que j'ai eu la chance de le faire, et chaque fois qu'on m'a invité à des manifestations culturelles, même si c'était très modeste, je faisais tout pour y assister, pour justement montrer que la culture, c'est important. C'est un des 3 grands discours de toute société avec l'économie et la politique. Alors, c'est un peu pour ça que j'ai accepté, mais je dois dire que ça a bouleversé ma vie, d'autant plus que dans ma tête, c'était 5 ans. J'ai été 7 ans? J'ai été 6 ans. Alors, la 6e année, c'était un peu une année de trop, mais en tout cas. Si pas que vous pouvez le refaire, mais maintenant que vous avez vécu l'expérience, est-ce que vous pensez que vous avez pu atteindre vos buts? En d'autres mots, est-ce que si on vous rappellerait pour demander d'être lieutenant-gouverneur, vous accepteriez encore? Oui, mais j'ai l'impression que je définirais peut-être mon mandat plus tôt, parce que ça a pris un certain temps avant que je sois à l'aise et un peu comme en sécurité par rapport à ça. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, fréquenter des militaires, avant ça, je fréquentais des artistes. C'est les militaires, c'est comme... Et après ça, on apprend à découvrir que finalement, ce sont des gens comme d'autres, et que dans tous les domaines, toute la société est représentée. Ça, il y a des artistes imbéciles, il y en a d'autres qui sont extrêmement généreux, et c'est la même chose dans tous les domaines. Alors, je veux dire, c'était comme un milieu que je connaissais pas du tout, avec lequel je me suis familiarisé. Mais je pense que probablement c'est ça. Maintenant que je sais ce que je sais, probablement que je commencerai pas de la même manière. On a une nouvelle lieutenant-gouverneur acadienne, encore une fois, Mme Jocelyne Roy-Viano. Vous avez eu la chance de jaser avec elle? Oui. Je suis allé à son assermentation. Je pense que c'est quelqu'un qui va faire un travail extraordinaire. C'est assez intéressant parce que la plupart des lieutenants-gouverneurs proviennent de la péninsule acadienne. Parce que Gilbert Finn, Édard Robichaud, moi et Mme Viano maintenant. Donc, la péninsule, c'est une pépinière de lieutenants-gouverneurs. On est déjà Chiasson. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. Merci à vous. Merci.